Bonjour et bienvenue dans le Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Jusqu'à quel point le coût de la vie va-t-il monter ? C'est la question légitime que se posent de plus en plus de Français confrontés à une flambée générale des prix. Dans notre dernière vidéo, on vous parlait des prix de l'électricité, mais le phénomène semble aujourd'hui toucher l'ensemble des biens essentiels sur fond de pénurie de matières premières et de désorganisation complète du marché international. Alors, cette inflation que chacun peut remarquer au quotidien sur ses factures ou ses tickets de caisse, d'où vient-elle ? Comment va-t-elle évoluer ? Et quelles peuvent en être les conséquences à moyen terme ? Notre gouvernement agit-il pour en limiter l'impact ou se contente-t-il d'en minimiser l'ampleur ? La France peut-elle s'en prémunir ou bien sommes-nous condamnés à subir les fluctuations d'un marché qui échappe à notre contrôle ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo du Fil d'actu. Une étude d'opinion a été publiée aujourd'hui par l'Institut de sondage BVA qui montre que la santé, le pouvoir d'achat, l'avenir du système social, c'est le trio des préoccupations des Français. D'après un récent sondage, 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça ferait éclater de rire nos grands-pères qui, mangeaient des pommes de terre et des marrons pendant tout l'hiver. Donc pas de panique, nous dit la Banque de France, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Et pourtant, le prix du gazole, on en parlait tout à l'heure, n'a jamais été aussi haut depuis 2018. Quoi, la Banque de France est hors sol ? Alors, non, pas forcément. Elle a une vision globale de l'économie, alors que nous avons une vision subjective. C'est comme la météo de Marina et les températures sous abri. Ça, c'est la Banque de France. Ça permet de faire des comparaisons. Et puis, les températures ressenties, ça, c'est nous. On fait des calculs, oui, tous les mois quand même. D'après une nouvelle étude, un Français sur 2 pense que son pouvoir d'achat a diminué durant ces 10 dernières années. Qu'en est-il précisément du pouvoir d'achat depuis 4 ou 5 ans, en gros, depuis le début du quinquennat ? Eh bien, c'est effectivement très frappant. Il y a un fort décalage entre la réalité et le récit qui en est fait. La réalité, la voici, c'est que le pouvoir d'achat a augmenté assez nettement tous les ans depuis le début du quinquennat. Quand on parle des températures, il y a les températures réelles et les températures ressenties. Est-ce que vous diriez un petit peu la même chose pour ce sondage ? Oui, absolument, mais c'est vrai de tous les sondages, c'est-à-dire la différence entre la perception et la réalité. Et dans notre métier, nous savons pertinemment qu'il peut y avoir des décalages qui sont d'ailleurs souvent très significatifs, comme c'est le cas ici. Cause principale de cette baisse de pouvoir d'achat, la hausse des prix. Je vois qu'effectivement, il y a des augmentations au niveau du carburant, au niveau du gaz, c'est important. L'inflation galopante. C'est pas le cas des salaires et des retraites, il y a un problème quelque part. Je vais chercher mes fruits et légumes au marché, mais je les prends plus en magasin parce que c'est trop cher. Et puis je prends souvent les promos en fait. Et puis il faut toujours contextualiser un sondage. Et là nous sommes dans un contexte qui est très particulier, un contexte de pré-campagne électorale. Donc on commence à voir les préférences idéologiques s'exacerber. Malgré le ressenti des Français, le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'affirme. Le pouvoir d'achat est en hausse d'1,5% depuis 2017. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'explique grâce aux diverses mesures prises depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. On a pris des mesures notamment pour les Français qui travaillent et qui ont du mal à boucler leur fin de mois, des mesures très fortes, avec la hausse de la prime d'activité, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec des exonérations de charges. Réponse par les faits. Je préfère les preuves d'amour aux paroles. Un pouvoir d'achat qui augmente 2 fois plus vite dans ce quinquennat que dans le quinquennat précédent. On peut dire ce qu'on veut. Mais ça, c'est très factuel. Et c'est pas nous qui le disons par rapport aux augmentations de pouvoir d'achat au niveau des chiffres. Ce sont des analystes, des économistes qui disent bien que le pouvoir d'achat a augmenté. Selon un sondage ELAB pour BFM TV, avec 41%, le pouvoir d'achat sera le thème qui comptera le plus pour la prochaine présidentielle. Il y a autre chose qu'on avait noté dans ce sondage avec Amandine ce matin, qui là pour le coup concerne à la fois Éric Zemmour et Marine Le Pen. Leur thème de campagne traditionnelle, immigration, identité, laïcité, arrive assez bas finalement quand on demande aux Français ce qui fera la différence au moment de voter. 13e, l'immigration. Oui, mais là, les gens mentent. Bah attendez, Pascal, c'est comme dans ces cas-là, ils mentent pour ceux. Mais exactement. Vous leur demandez qu'est-ce que vous voulez voir à la télévision, ils vous disent Molière, Corneille. Mais non, là, ils parlent de santé et etc. D'aucuns chercheront sans doute à faire passer cela pour une simple impression. C'est pourtant une réalité que chaque Français a eu le loisir d'expérimenter.
Depuis plusieurs mois maintenant, les prix flambent. Gaz, électricité, essence, bois de chauffage, produits frais, blé, café, matériaux de construction, autant de biens touchés par le phénomène, avec pour effet de tirer vers le bas le niveau de vie des ménages, notamment les plus modestes, déjà éprouvés par la crise du Covid. Pour ceux qui préfèrent les chiffres, on parle là d'un indice des prix à la consommation en hausse de 2,1% sur un an en septembre 2021. Une inflation qui s'accélère même, puisqu'au mois d'août, la hausse sur un an n'était que de 1,9%, à laquelle viennent s'ajouter des difficultés d'approvisionnement et des pénuries dans des secteurs comme l'ameublement, la construction, l'informatique ou encore l'automobile. Ça y est, il commence à y avoir des pénuries de chaussures en France ? Absolument, mais c'est pas vraiment un phénomène nouveau. Le Conseil national du cuir a été lanceur d'alerte il y a déjà un an, à l'automne 2020, puisque effectivement les approvisionnements, notamment en provenance d'Asie, ont beaucoup de difficultés à parvenir en Europe. Très cher et difficile à débarquer, c'est bien ça? Absolument. Les prix ont été des fois multipliés par 10. C'est-à-dire qu'un conteneur qui coûtait 2500 $ coûte aujourd'hui 25 000 $. Oui. Ce qui est quand même invraisemblable. Nous sommes en situation de crise parce que nous devons faire face à une pénurie de blé dur au niveau mondial et à une flambée des prix mondiaux. On estime qu'il va manquer à peu près 2 millions de tonnes. Inflation, pénurie, deux phénomènes liés et loin de toucher uniquement la France. Du Royaume-Uni à la Chine, de la zone euro aux États-Unis, partout aujourd'hui, les peuples subissent les errements du marché, à la peine dans un contexte de reprise post-Covid. Car si cette situation n'est guère confortable pour nos ménages comme pour nos entreprises, les mécanismes économiques qui l'ont provoqué sont en revanche relativement simples à comprendre, se résumant principalement à des questions de déséquilibre entre l'offre et la demande internationale de biens. Pour faire simple, en 2020, la crise du Covid a interrompu ou grandement ralenti l'activité dans de nombreux secteurs. La production et le transport de marchandises étaient entravés par l'épidémie et les mesures sanitaires, et de toute façon, la demande était considérablement réduite pour tous les produits ne relevant pas de la première nécessité. Aujourd'hui, avec le très net recul de la maladie, l'économie tente à repartir. La demande revient à un niveau plus élevé que la normale, après une année où les chantiers ont été interrompus, où les achats se limitaient à l'essentiel et où tout incitait les ménages à épargner face à l'incertitude du moment. Seulement, là où la demande peut repartir du jour au lendemain, il faut du temps pour relancer la production, surtout quand l'épidémie continue de peser sur les échanges internationaux. Dans ce laps de temps, l'offre de biens ne pouvant soutenir la demande, c'est fort logiquement que les prix augmentent. Un phénomène de marché temporaire, mais dont il est difficile de savoir précisément combien de temps il pourra durer. D'autant que si certains économistes évoquent un retour à la normale d'ici 2022, d'autres anticipent déjà à cet horizon une inversion du phénomène. Un excès d'offres destiné à rattraper le retard de production, tandis que la demande se sera normalisée. Or, si cela peut sembler une bonne nouvelle a priori, en réalité, surproduction ne signifie pas prospérité et abondance. Dans ce genre de cas, la chute des prix a tôt fait de provoquer des faillites, une hausse du chômage et donc à nouveau une chute du niveau de vie des consommateurs, tirant encore plus la demande vers le bas. Un cercle vicieux dans lequel, encore une fois, les ménages sont les grands perdants. Mais pour l'instant, c'est bien à un défaut de production que nous sommes confrontés, auxquels viennent s'ajouter des problèmes d'acheminement. Là aussi, la reprise est à l'origine de ce qu'il convient d'appeler les embouteillages maritimes, des ralentissements dans le transport international des marchandises qui expliquent partiellement les retards d'approvisionnement et la hausse des prix. Sans compter que parmi les biens dont le prix monte le plus, on trouve, on en parlait dans notre dernière vidéo, toutes les sources d'énergie. Pétrole, mais aussi gaz, charbon, donc électricité, dont la hausse des prix se répercute sur l'ensemble des autres biens, quand les usines ne se retrouvent pas carrément à l'arrêt faute de combustible pour les alimenter, comme c'est le cas en Inde ou en Chine, où certaines régions se retrouvent carrément plongées dans le noir. La deuxième économie mondiale, comme débranchée. Dans les journaux télévisés, les mêmes scènes. Des habitants coincés dans les ascenseurs, des villes plongées dans le noir, des feux de circulation à l'arrêt. Pékin rationne l'électricité. Dans ce restaurant de Shenyang, au nord-est de la Chine, on se prépare à une journée sans électricité. Ce mercredi, les autorités ont décidé de couper le courant de 7h30 à 16h30, un casse-tête pour l'équipe en cuisine.
En cause, le rebond de l'activité économique dans le pays qui fait grimper les prix de l'énergie. Résultat, la Chine importe massivement du gaz et contribue à l'envolée des courbes depuis le mois de mars. Dans ce contexte particulier, rien d'étonnant donc à ce que les prix augmentent dans l'ensemble des secteurs. Mais aux mécaniques propres au marché viennent encore se greffer les stratégies des différents pays destinées à préserver leurs intérêts et ceux de leur population avec un impact sur certains secteurs en particulier. On pense par exemple ici aux matériaux de construction et notamment au bois. Dès juin dernier, nous alertions ici sur les pénuries de bois. En fait, celle-ci s'explique notamment par l'attitude de deux pays, les États-Unis et la Chine. En 2020, dans l'optique d'une relance de l'économie, l'ex-président américain Donald Trump avait ainsi apporté un soutien financier à ses citoyens souhaitant rénover leur maison. En ont résulté des importations massives de bois pour le pays, donc une hausse de la demande internationale et donc une augmentation générale des prix du bois. En parallèle, la Chine, dans un souci de préservation de ses forêts, a pris la décision de cesser d'exploiter son bois national et de se fournir à l'étranger, y compris au prix fort, ce qui a eu pour effet, là aussi, de tirer les prix vers le haut. Alors bien sûr, on pourrait fustiger ces pays et les accuser de déséquilibrer le commerce mondial. Mais à vrai dire, il n'y a rien d'anormal à voir des nations défendre leurs intérêts propres, en particulier dans un contexte chaotique. En fait, ce n'est ni plus ni moins que ce que toute population est en droit d'attendre de son État. Aujourd'hui, en France, il existe un discours, toujours très présent dans la sphère politico-médiatique, qui voudrait que l'État ne soit là que pour permettre au marché de fonctionner au mieux. Après tout, on l'a vu, l'épisode inflationniste actuel, aux causes très banales, finira par se tasser. Pour les économistes, il n'y a donc aujourd'hui aucune raison de s'inquiéter. Sauf qu'en vérité, ce discours tend purement et simplement à nier les conséquences concrètes et immédiates de cet épisode inflationniste sur la vie de 67 millions de nos concitoyens, pour ne prendre en compte que notre propre pays. Et au-delà même des questions sociales, on sait depuis un certain 17 novembre 2018 qu'un phénomène considéré comme quantité négligeable par les économistes peut plonger un pays entier dans le chaos politique. Tout simplement parce que l'économie n'est pas une sphère séparée du reste de la société, simplement un des éléments qui la composent, et qui devrait donc à ce titre être subordonné au bien commun. Dès lors, confronté à des pénuries et à une hausse des prix, un État gouverné par des dirigeants dignes de ce nom prendrait un ensemble de mesures politiques, des mesures d'urgence destinées à limiter dans l'immédiat l'impact délétère du marché sur la population, et des mesures de plus long terme, plus structurelles, afin que le niveau de vie des gens ne dépende pas uniquement de ces fluctuations internationales. Et face à l'inflation, notamment celle galopante des prix du gaz et de l'électricité, l'exécutif français a bel et bien fait mine de prendre des mesures d'urgence. Le 30 septembre dernier, le Premier ministre Jean Castex s'exprimait en ce sens, promettant un blocage des tarifs réglementés du gaz et un plafonnement à 4% de la hausse des prix de l'électricité. Problème, concernant les prix du gaz, il ne s'agit pas d'un réel gel des tarifs, mais d'un lissage. En d'autres termes, le prix du gaz augmentera bel et bien, simplement l'augmentation sera étalée, de manière à être moins visible. Quant au plafonnement des prix de l'électricité, il passera par une diminution temporaire de la fiscalité, certes bienvenue sur le moment, mais qu'on ne manquera pas de payer dans un second temps, soit via un mécanisme de compensation impliquant d'autres taxes, soit par de nouvelles coupes dans les budgets de l'État, induisant une nouvelle dégradation des services publics. Pour le reste, rien. Aucune mesure d'urgence visant à soutenir le pouvoir d'achat, alors même que l'économie en aurait bien besoin. Au contraire, même en faisant passer sa réforme du chômage, déjà décrite ici même dans une autre vidéo, dont vous trouverez le lien en description de celle-ci, et juste en haut de l'écran, le gouvernement préfère provoquer une chute drastique de revenus pour nombre de ménages modestes dans les prochains mois, risquant ainsi de pénaliser d'autant la consommation nécessaire à la reprise. Et pour détourner l'attention, on exhibera un document budgétaire supposé prouver que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le pouvoir d'achat des Français a en réalité augmenté de 8%, tout le reste n'étant pas une perte de revenus, mais un simple sentiment de perte de revenus, comme il existerait un sentiment d'insécurité ou un sentiment de pauvreté. On peut dire il faut davantage, mais c'est quand même important d'établir les faits. On peut toujours penser que le pouvoir d'achat recule, mais c'est peut-être parce que les besoins ont augmenté, parce qu'il faut acheter toujours plus de vêtements de marque, toujours plus de portables, toujours plus d'électronique, que sais-je. Mais en tout cas, on ne peut pas dire que le pouvoir d'achat a reculé. Mais surtout, on ne parle là que de mesures d'urgence.
Or, si ces mesures sont bien sûr importantes, on ne règle pas tout en baissant ou en augmentant les taxes. L'enjeu central n'est pas là. Face à la hausse du coût de la vie, face aux pénuries de biens essentiels, l'État n'a pas seulement pour vocation de compenser les incapacités du marché à s'autoréguler en allongeant la monnaie. Encore doit-il agir pour que nos vies ne soient plus soumises à des mécanismes d'offre et de demande complètement instables et hors de contrôle. Pour prendre un exemple concret, revenons à notre bois. Comme on vous l'expliquait tout à l'heure, la Chine achète aujourd'hui du bois dans le monde entier à prix fort. Jusqu'à récemment, elle l'achetait notamment en importante quantité à la Russie. Mais le bois étant un bien précieux qu'il convient de conserver pour garantir l'indépendance de son pays, désormais la Russie ne vend plus son bois à la Chine, elle le conserve pour son usage propre, de manière à ne pas dépendre d'un marché international incertain le jour où elle en aura besoin. Du coup, un autre pays vend désormais une grande partie de son bois, notamment de ses chênes, à la Chine. Les exploitants privés de ce pays sont même très contents de faire des affaires avec la Chine, et tant pis si dans ce pays le bois vient à manquer, que les scieries sont au chômage et que les entreprises du bâtiment voient le coût de leurs matières premières flamber quand elles arrivent encore à être livrées dans les délais. Ce pays, qui brade ses matières premières essentielles dans un contexte de pénurie internationale, vous l'avez hélas deviné, c'est la France. Un pays dont les dirigeants ne font rien pour protéger les ressources nécessaires et pour les empêcher de partir à l'autre bout du monde, en dépit de tout bon sens et surtout à rebours de toutes les grandes puissances qui n'hésitent plus à protéger leur marché intérieur et à prendre des mesures politiques pour que le niveau de vie de leurs citoyens ne dépende plus uniquement de l'offre et de la demande internationale. Aujourd'hui, il y a un chêne sur 3 qui est récolté et qui part directement en Chine parce que les Chinois ont arrêté la récolte pour 99 ans dans leur propre pays et donc vont se servir dans le reste du monde. Et dans le reste du monde, beaucoup de pays ont interdit ces exportations de grumes. Et le prochain qui va le faire, c'est la Russie au 1er janvier 2022. Et les Russes, leur principal client, c'est la Chine. Et donc la Chine anticipe cette fermeture et vient se servir en France avec des attaques de traders extrêmement fortes. C'est pour ça que le Premier ministre s'en est saisi. Nous avons été entendus puisque une clause de sauvegarde a été demandée auprès de l'Union européenne. La France ne peut pas faire toute seule. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, clause de sauvegarde? Une clause de sauvegarde, c'est inédit. C'est jamais la dernière fois que c'est arrivé, c'est pour les masques et pour le matériel Covid. C'est donner l'autorisation au pays de réguler les exportations. Et cet exemple, malheureusement, est loin d'être isolé. Or, vous l'avez compris, les produits dont nous manquons actuellement et ceux qui sont les plus sujets à l'inflation sont avant tout les produits pour lesquels nous dépendons du marché mondial. C'est pour cette raison qu'ici, nous parlons ces derniers temps de relocalisation de la production. Le vrai problème au-delà des matières premières, c'est qu'on est sur une économie extrêmement globalisée où les gens s'approvisionnent avec un fournisseur qui fournit tout le monde. Le jour où il est plus capable de fournir tout le monde, les prix augmentent. Et donc le véritable problème, c'est qu'on a tout à fait perdu notre souveraineté et qu'on n'a plus aucun contrôle, qu'on dépend des autres, qu'on s'est dit que ça allait être moins cher d'aller produire à l'autre bout du monde avec un seul fournisseur qui fournirait la planète. Alors oui, ça coûte moins cher, mais quand il a un problème, ça coûte très cher. Au nom du libre-échange mondialisé, par pure idéologie, nos dirigeants ont passé ces 40 dernières années à prendre des mesures qui ont vidé la France de son industrie, de son agriculture et de toutes ses capacités d'innovation. On nous promettait l'abondance et les prix bas. Tout ce que nous avons obtenu, c'est un chômage de masse, des produits de qualité dégradée et au final, le retour de l'inflation et des pénuries au gré des marchés et des rapports de force internationaux que nos dirigeants refusent de voir. Face à tout cela, on ne peut que déplorer le manque d'ambition de nos politiques, lesquels demeurent la plupart du temps muets sur ces défis majeurs, évidemment liés à l'organisation de notre appareil productif, préférant s'imaginer que l'on pourra tout résoudre par un peu plus ou un peu moins de fiscalité. Des écologistes se plaignent que l'on rejette trop de dioxyde de carbone, taxons l'essence. Des gilets jaunes se révoltent parce que l'essence coûte trop cher, défiscalisons les heures supplémentaires. De plus en plus de gens vivent sous le seuil de pauvreté, créons donc un nouvel impôt de solidarité. Le nombre de chômeurs augmente, supprimons l'ISF pour attirer les investisseurs. Des petits ajustements à la marge, tantôt sur le dos de l'ex-classe moyenne, tantôt sur le dos de la collectivité, beaucoup plus rarement sur celui des plus fortunés, il faut bien le dire, qui de toute façon peuvent se permettre l'optimisation fiscale, mais surtout sans jamais mener la moindre réflexion de fond, sans jamais prendre les problèmes à bras-le-corps, sans jamais poser les seules questions qui en vaillent la peine. Comment relocaliser une production nous permettant de récupérer notre souveraineté face à la tyrannie des marchés ?
Comment reconstruire une industrie, une agriculture, des infrastructures dignes de ce nom? Comment redonner à l'État toute l'autorité nécessaire au redressement de notre pays, plutôt que de se voiler la face sur sa situation ou de se complaire dans la bien sympathique mais inutile nostalgie de sa gloire passée? Autant de questions auxquelles il faudra bien apporter des réponses, sous peine de perdre chaque jour un peu plus le contrôle sur notre destin commun. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. On vous remercie de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a permis d'y voir un peu plus clair dans le chaos actuel. On ne peut qu'être effaré ici, à l'approche de l'élection présidentielle, de la manière dont les sujets qui touchent directement à la vie des Français semblent totalement absents du débat public tel qu'orchestré dans les médias et sur les réseaux sociaux. Comme si chaque politique, chaque journaliste préférait parler pour ne rien dire et entretenir des divisions artificielles sur des sujets dérisoires, plutôt que de raviver le spectre d'une colère qui s'est exprimée sur les ronds-points il y a 3 ans, qui n'est jamais vraiment partie depuis, mais que surtout, ils ne veulent pas voir. Comme si, pour eux, les Français ordinaires, modestes, travailleurs ne devaient pas exister, encore moins en tant que peuple soudé, et surtout, ne devaient plus jamais venir perturber leur petit entre-soi de salon parisien. On ne le répétera jamais assez, mais la politique, c'est du sérieux. C'est la politique qui détermine les conditions de vie en société. Et à ce titre, elle mérite mieux que des clowns. D'ailleurs, si le sujet traité dans cette vidéo vous intéresse, et si vous souhaitez notamment approfondir les réflexions abordées dans la conclusion, on vous invite à visionner d'urgence les vidéos de notre nouvelle série Perspective. Pour le moment, 2 vidéos sont sorties, les autres suivront très bientôt. C'est sur notre chaîne et on y réfléchit aux moyens de reconstruire une France forte et indépendante. Et bien sûr, si on peut faire ce travail aujourd'hui, c'est avant tout grâce à notre public, vous, et à votre participation via notre page Tipeee dont vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif grâce à laquelle tout le monde peut contribuer au développement de la chaîne, à hauteur de quelques euros par mois. Et aujourd'hui, ce sont les tipeurs qui permettent à la chaîne d'exister, qui permettent de rémunérer l'équipe, d'entretenir le matériel et de développer nos nouvelles émissions, notamment Perspective. Le tout sans dépendre de mécènes ou de publicitaires et donc en étant totalement libre dans nos contenus. Donc merci à tous les tipeurs, on pense à vous. Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté et soutenir le fil d'actu, il vous suffit donc de vous rendre sur la page Tipeee, le lien est sous la vidéo, et de vous laisser guider. Pour le reste, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et à échanger dans les commentaires, ça fait plaisir et ça donne de la visibilité, et c'est toujours très intéressant de vous lire. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.